Eh bien, bonjour et rebonjour à ceux qui étaient déjà avec nous depuis ce matin à partir de 8 heures. Alors premièrement, comme vous voyez, ce n'est pas Irène Théry, n'est-ce pas Patrick? Désolé. Et ce n'est pas non plus Nadia Oba. Alors, ce qui se passe, c'est que Irène Théry est vraiment très très confuse et désolée, elle s'excuse vraiment auprès de vous. Elle a raté le train qui devait la ramener ici à 15 heures, mais elle va être là à 15h30. Donc, elle a pu prendre le train le suivant. Les portes sont vraiment fermées comme ça sous son nez. Elle était très désolée, très confuse, mais elle a quand même pris l'autre. Donc, elle va arriver à 15h30, c'est ça, Israël? À 15h30, voilà. Et donc, en attendant qu'elle arrive, alors Israël a eu envie de reparler d'un autre sujet, pour lequel d'ailleurs on avait pensé faire une séance entière sur la génétique des comportements. Et là, donc avec Patrick Gaudret. Juste avant de leur laisser la parole, on a annoncé tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là à Kléber, des petits changements, étant donné que nous sommes nombreux, et vraiment merci d'être là, mais on voit bien que vous êtes aussi dans l'inconfort. Si vous voulez juste vous noter la chose suivante. Donc, pour demain et après-demain, les rendez-vous qui sont programmés le matin au Club de la Presse et à Kléber, enfin, les rendez-vous qui sont programmés au Club de la Presse passent à la librairie Kléber, et les rendez-vous programmés à Kléber, vous savez, le temps de midi 14h, viennent ici. Le reste inchangé. C'est juste pour vous permettre à minima de pouvoir vous asseoir, en tout cas pour ceux qui arriveront tôt. Merci de votre compréhension. Merci Nadia. C'est un très grand plaisir pour moi de vous présenter, mais vous le connaissez déjà parce que c'est un fidèle du Forum européen depuis sa première version, Patrick Gaudret. Patrick Gaudret est généticien et membre du Comité consultatif national d'éthique et il préside d'ailleurs au CCNE la commission technique. Et donc, au début, comme il fait également partie de notre conseil scientifique, on avait prévu d'aborder un sujet compliqué qui est celui de la génétique des comportements. En d'autres termes, en quoi nos comportements seraient-ils pilotés par nos gènes? Ce qui d'ailleurs sera assez rassurant parce que je suis un assassin mais j'y peux rien, c'est mes chromosomes. Et donc, sur ces notions-là de génétique des comportements, on va se prendre une petite demi-heure pour essayer de comprendre avec Patrick Gaudret qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans et qu'est-ce qu'il y a de plutôt science-fiction ou illusion ou carrément erreur. Mais avant cela, Patrick Gaudret, j'aimerais savoir qu'est-ce qui dans ton histoire personnelle t'a poussé d'abord à faire de la médecine, puis ensuite de la génétique. Donc, c'est quoi tes motivations? La question qui est derrière, c'est que la génétique, c'est une médecine quand même à risque, la médecine prédictive. On met une étiquette sur le front des gens, il a un chromosome de travers. Et donc, en quoi d'autant que la Société française de génétique s'appelait jusqu'en 1951 Société française d'eugénisme, et que le mot eugénisme ayant été maltraité pendant la dernière guerre et pire encore, la Société française d'eugénisme a décidé de changer son nom et de s'appeler Société française de génétique. Donc ma question est la suivante: quel a été ton cursus pour t'amener à devenir généticien? Eh bien, mon cursus a été erratique, compliqué, et il n'a jamais été motivé par la médecine, parce que je ne suis pas médecin. Je n'ai jamais même tenté de l'être. En fait, je m'intéressais beaucoup à la génétique bactérienne au départ, à l'époque où naissait la génétique moléculaire, la biologie moléculaire, les manipulations génétiques, comme on disait, qui ont conduit à un moratoire, voilà, célèbre, dans les années 75. Et puis de là, je suis passé assez naturellement à des recherches très fondamentales sur les cellules cancéreuses. Et puis voilà, c'est la science qui m'a poussé des cellules cancéreuses au cancer humain. Et puis du cancer humain, se poser des questions liées à la génétique héréditaire. Et en fait, non pas, on ne parlait pas de séquençage de l'ADN à l'époque, c'était hors de vue, mais par contre, on parlait de cartographie du génome.
et je suis devenu un cartographe. Voilà, j'ai fait de la cartographie. Et de la cartographie, évidemment, je suis arrivé assez directement à des maladies génétiques, mais dans le domaine plutôt du cancer. Alors un cartographe du génome devait être très excité à l'idée, il y a 20 ans, qu'on puisse un jour décrypter tout le génome humain. Et il y a 10 ans, on a mis des années à le faire et ça a coûté 3 milliards de dollars pour la première fois qu'on l'a fait. Et on parle d'aujourd'hui de décrypter le génome d'un humain pour quelques centaines d'euros en quelques heures. Alors, est-ce que tu as eu de l'illusion sur la possibilité de décrypter le génome humain? Et est-ce que tu penses que ça va nous servir à quelque chose de faire un génome humain aussi facilement qu'on fait un groupe sanguin? Alors, question compliquée, non, parce que première réponse, non, parce que je suis très mauvais en prospective, mais je ne suis pas le seul. Je rappelle à tous ceux qui sont des fervents admirateurs de la prospective que le PDG d'IBM International disait en 1943 qu'il y avait probablement un marché pour les ordinateurs qui était de l'ordre de quelques unités dans le monde entier. Évidemment, il se trompait. Ceux qui ont fait beaucoup d'annonces publiques en matière de prospective se sont souvent trompés. Donc moi, je suis toujours resté en retrait par rapport à ça. Je ne savais pas, effectivement, je dois dire, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais pas meilleur que Jacques Monod, prix Nobel, bien connu, qui disait qu'il serait probablement impossible de séquencer l'ADN d'un être humain. Voilà, en 70, on se trompait. Et puis, dans les années 90, on avait l'espoir de pouvoir y arriver un jour, mais certainement pas aussi vite, et je n'ai pas fait partie des gens qui pensaient que ça arriverait aussi vite. Et puis, honnêtement, en 2003, quand on a eu la première séquence ou pseudo-séquence d'un ADN humain, eh bien, voilà, on était loin de penser que 10 ans après, on pourrait le faire 2 millions de fois plus vite, pour un prix 2 millions de fois inférieur, et qu'on pourrait éventuellement faire le séquençage de l'ADN d'un fœtus à partir d'un prélèvement de sang de sa mère. Donc on est dans une accélération technique qui malheureusement n'est pas suivie de très près par une accélération de la connaissance scientifique. Donc il y a un décalage de plus en plus important qui se fait entre la technique et la science. Et je ne parle pas du décalage qui se fait entre la science et l'éthique. Mais vous êtes tous là pour en être témoins et je crois que nous le constatons en permanence. Alors, on a dit qu'on avait envie de parler un tout petit peu du lien qu'il y a entre les gènes et les comportements. Et chacun a pu observer que la maladie génétique la plus fréquente, celle que nous voyons sous nos yeux avec les enfants ou les adultes trisomiques, la trisomie 21 qui consiste à avoir 3 copies du chromosome 21 au lieu de 2, entraîne, outre des anomalies cardiaques, cérébrales, musculaires, articulaires, entraîne également certains troubles du comportement. Et donc nous savons bien qu'à telle anomalie génétique correspond peut-être, et c'est là que je te questionne, telle ou telle anomalie du comportement. Y a-t-il des gènes ou des anomalies génétiques qui entraînent des anomalies du comportement? Posée comme ça, la question appelle une réponse oui, sans conteste. Tu l'as dit toi-même à propos de la trisomie 21. Oui, il y a des anomalies génétiques qui ont des conséquences sur le comportement. Mais regardons sérieusement, lorsque nous avons une bonne grippe, voire simplement un rhume de cerveau, notre comportement est souvent altéré. Nous sommes plus irascibles, voilà, nous avons une perte d'appétit, donc un comportement alimentaire qui est différent, et c'est extrêmement transitoire parce qu'il s'agit de quelque chose à très courte durée. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une maladie dite métabolique qui affecte la manière dont on assimile certaines substances, eh bien, il est évident que ça peut avoir une influence sur des comportements, je ne dirais pas le comportement, mais des comportements, comportement social, comportement alimentaire, comportement sexuel, comportement... Voilà, il y a des tas de maladies qui ont des répercussions au niveau du comportement.
Donc des maladies génétiques, bien sûr, ont des répercussions au niveau du comportement. Et la manière dont on peut les prendre en charge, on prend souvent le cas de la phénylcétonurie, cette maladie que maintenant on détecte à la naissance. Vous savez, le test du buvard au talon, le prélèvement de sang au talon du nouveau-né. Eh bien, ça permet simplement de prendre en charge une maladie qui, si elle est prise en charge médicalement et par le régime alimentaire de manière satisfaisante, est une maladie absolument banale, enfin qui n'a pas de manifestation particulière. Si la personne n'est pas prise en charge au niveau du comportement alimentaire, eh bien ça a des effets absolument dévastateurs, y compris des effets de retard intellectuel considérables. Donc cet exemple-là déjà nous démontre qu'il y a évidemment un lien entre une maladie génétique. Les gens qui sont phénylcétonuriques ont une mutation dans un gène, ils sont malades génétiquement. Mais il y a l'environnement qui apporte une dose énorme dans la manière dont cette maladie va se manifester. Et en l'occurrence, il suffit de modifier le régime alimentaire pour que la maladie ne s'exprime pas de manière visible. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, on va me dire c'est un exemple particulier, c'est l'exemple tarte à la crème, on revient toujours dessus. Mais il y a de nombreux exemples qui indiquent qu'une prédisposition génétique va avoir une influence, effectivement, dans un certain type de comportement. C'est la prédisposition, la sensibilité aux agents cancérigènes du tabac, c'est... voilà. Ah. Non, mais juste pour vous dire, tout va très bien. J'ai juste oublié d'annoncer que parmi nous se trouve Laurent Salle, donc qui va nous accompagner. Je ne sais même pas où il est. Bonjour Laurent. Voilà. Et donc il va nous croquer tout au long dans pas mal de rencontres débats, pendant que nous allons parler. Il va nous apporter, lui, son regard et son interprétation de ce que nous disons. Voilà. D'accord. Donc quand la salle se marre, c'est pas de nous. C'est gentil parce que moi j'ai un gène paranoïaque, donc... Tu as un gène paranoïaque. Oui, donc pour reprendre cette analogie, la maladie, la phénylcétonurie a été appelée idiotie phénylpyruvique parce que l'accumulation d'un acide aminé qui n'est plus traité normalement dans le cerveau finit par entraîner des anomalies du fonctionnement cérébral qui, elles, sont définitives. Mais il s'agit d'un retard mental et pas d'un trouble du comportement. Et pour mieux préciser ma question, je vais prendre un exemple de la génétique. Mes copains généticiens cliniques m'ont parlé souvent de quelque chose qui m'a énormément déstabilisé, qui est le syndrome de Williams. Qu'est-ce que c'est le syndrome de Williams ? Ce sont des enfants qui n'ont pas d'anomalie dans le visage, ni d'anomalie corporelle. On sait qu'ils ont une petite délétion au niveau d'un chromosome, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit bout de chromosome qui est mal fichu parce qu'il y a une faute d'orthographe quelque part dans le génome. Et le syndrome de Williams est essentiellement concentré sur des troubles de comportement. Ce sont des enfants qui n'ont pas la case prudence dans le menu déroulant. Et quand on leur offre un bonbon, ils montent avec celui qui leur a offert le bonbon dans la voiture, sans aucune méfiance et sans qu'il soit véritablement facile de leur apprendre à se méfier. Au point que les parents d'enfants ayant un syndrome de Williams ont constitué une association pour apprendre aux parents chez lesquels on découvre un syndrome de Williams à protéger leur enfant contre divers accidents qui pourraient être liés à leur non-prudence. Alors là, c'est quand même plus compliqué et ça me permet de t'interroger sur y a-t-il d'autres maladies qui ont des troubles du comportement, parce que ça va peut-être nous éclairer sur le lien entre gènes et comportement. Alors, la question, c'est la fréquence à laquelle on voit apparaître un trouble comportemental chez les porteurs d'une anomalie. Et réciproquement, chez les personnes
qui portent... Alors, est-ce que toutes les personnes qui portent cette anomalie ont le même trouble du comportement? Et chez les personnes qui ont ce trouble du comportement, quelle est la proportion de ceux qui sont porteurs d'une anomalie génétique? Et tout ça fait que, suivant les études qui sont faites, alors dans le cas du Williams, effectivement, il y a un lien qui semble très étroit, mais on a assimilé d'autres comportements. On évoquait ce midi le fameux chromosome du crime ou des choses comme ça. Oui, je voulais t'interroger. Et le chromosome de l'assassin, alors? Le chromosome de l'assassin, mais écoute, déjà nous autres, les mâles dans cette assemblée, nous en avons déjà un chromosome de l'assassin qui justifie notre agressivité particulière et notre volonté dominatrice. Et si nous en avons deux, et peut-être certains dans la salle sont porteurs de 2 chromosomes Y, et je ne voudrais certainement pas leur dire « vous êtes porteur du chromosome du crime ». Le chromosome du crime étant venu, bien sûr, après le faciès du crime décrit par Lombroso et les désordres, l'anatomie du cerveau des criminels. On a toujours besoin sur des choses donc, qui nous touchent de près parce que nous avons peur des criminels qui nous entourent et nous voudrions être capables de les reconnaître. Alors de les reconnaître d'après leur faciès, de les reconnaître d'après effectivement leur constitution génétique. Alors à ce moment-là, on vivrait dans un monde comme Gattaca où on pourrait avoir directement en quelques secondes, à partir d'une micro-prise de sang, l'analyse génétique qui permettrait de savoir si tu es porteur de ce chromosome du crime. Il a déjà dit qu'il était porteur du chromosome de la paranoïa, donc il n'est pas du tout comme les individus porteurs du syndrome de Williams. Tu te soignes. Voilà, l'histoire du chromosome de l'assassin est assez intéressante. Un chercheur qui travaillait sur le chromosome Y a l'idée d'aller faire des prélèvements dans le quartier des criminels d'une prison américaine et découvre que ce chromosome Y supplémentaire qui est présent dans la population générale à peu près à hauteur de 1% est présent à 11% dans le quartier des criminels de cette prison de l'Alabama. Et il publie dans une très grosse revue sa découverte et les tabloïds qui surveillent le contenu des grandes revues médicales transforme son titre, qui était tout à fait un titre scientifique normal, en disant qu'il avait découvert une très grande fluctuation de la fréquence de ce double Y dans ces prisons, en disant « le chromosome de l'assassin a été découvert ». Et donc la question que ça pose, c'est d'une part, si on a un double Y, y a-t-il un risque augmenté? Comment explique-t-on qu'il y ait plus de double Y chez les assassins? Et peut-on dire qu'une anomalie chromosomique va entraîner tel ou tel comportement? Et enfin, dernière partie de la question, est-ce que le fait de savoir qu'on a une anomalie chromosomique ne constitue pas un élément prophétique sur les comportements? Alors ça, justement, ça fait partie des choses qui ont... des tentatives qu'il y a eu d'utiliser ces anomalies génétiques, puisque dans le fond, si on est porteur du chromosome du crime, après tout, c'est la faute de nos parents. C'est pas ma faute si j'ai tué monsieur. Donc on a cherché, et d'ailleurs, il y a eu des tentatives dans des procès célèbres aux États-Unis pour disculper justement des pédophiles, des violeurs en série, etc., qui avaient une anomalie génétique et qui donc n'étaient pas responsables de leurs actes. Donc c'est une manière, effectivement, peut-être d'atténuer la responsabilité de la personne qui est en cause. Et ça repose en fait sur des analyses qui sont généralement des analyses totalement biaisées. C'est pour ça que je dis qu'à partir du moment où on veut faire une étude sérieuse sur une relation entre gènes et comportement, on doit la faire sérieusement. On doit prendre le temps de la faire et de faire tous les contrôles qui sont possibles. Et ensuite, de ne pas surinterpréter les résultats. À partir du moment où on dit que dans un quartier de haute sécurité, dans le couloir de la mort d'une prison de l'Alabama, il y a effectivement 11% de ces personnes qui sont porteurs d'un double Y, oui, ça veut dire que 90% ne le sont pas. Le degré de prédictivité est-il raisonnable? Est-il utilisable par la société? Ça n'est pas à moi de répondre, mais certainement les études qui sont faites doivent être faites de manière à pouvoir
affirmer des choses et savoir jusqu'à quel point on peut les affirmer. Le problème de la génétique, c'est que la génétique est beaucoup plus complexe que l'image qu'on a, voilà, un gène, une protéine, un gène, un comportement, un gène, une maladie. Non, on n'est plus du tout dans ce cadre de pensée. On sait que la plupart des altérations physiques ou psychiques d'origine génétique sont dites multifactorielles, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux facteurs qui interviennent, et elles sont généralement d'ailleurs aussi multigéniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul gène qui détermine un comportement, mais un ensemble de gènes qui déterminent des éléments d'un comportement. Voilà. Il ne s'agit pas de complexifier, de dire « oh, c'est très compliqué, on ne peut pas dire ». Non, on essaye de dire, mais je crois qu'il faut dire avec beaucoup de raison, voilà, il y a des choses qui nécessitent une analyse scientifique vraie qui puisse dire qu'est-ce qui est prouvable aujourd'hui. Il est certain que si j'ai une altération dans le gène qui détermine la maladie de Huntington, à l'heure actuelle, on sait que dans quasiment 100% des cas, je déclencherai la maladie de Huntington. Mais la plupart des maladies génétiques ne marchent pas sur ce principe. Il y a ce qu'on appelle donc une pénétrance, c'est-à-dire les porteurs de l'altération génétique, quelle est la fréquence à laquelle ils vont déclencher la maladie. Ça vaut aussi bien pour le cancer du sein, et c'est encore pire pour les comportements, bien sûr. Mais monsieur le membre du Conseil consultatif d'éthique, je me mets à la place du citoyen lambda qui lit dans la littérature que les gens qui ont le double Y ont une propension plus augmentée à faire des actes et des gestes violents. Et puis maintenant, je chope un voleur de pommes, ou pire, quelqu'un qui accumule des images pédopornographiques sur son ordinateur, je lui vérifie ses chromosomes, et manque de bol, il a le chromosome de l'assassin. Je le coffre plus, je le coffre moins, et si je m'adresse aux membres du CCNE, c'est parce que le CCNE a une fonction pour dire dans notre pays si on accepte ce type d'investigation ou pas, parce qu'il s'agit de la liberté des individus. Alors, le rôle du CCNE est d'apporter une réflexion en amont de tout ça. Le CCNE ne va évidemment pas parler du cas de monsieur Untel, chez qui on a découvert le chromosome de l'assassin et qui avait effectivement eu un comportement agressif et violent. Le problème, c'est justement quelle est la validité scientifique, quelle est la démonstration qui est faite, existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas? Qu'est-ce qu'on peut dire exactement? Quand on aborde, on parlait tout à l'heure de séquencer l'ADN des êtres humains, et il y a aujourd'hui des milliers de personnes dont l'ADN a été séquencé. On l'a séquencé, qu'est-ce qu'on peut en dire? A-t-on le droit de dire tout et n'importe quoi sur ces séquences? Le CCNE est en train d'étudier ces questions de manière très assidue, et ce ne sont pas des questions simples. Jusqu'où peut-on aller trop loin dans les annonces qu'on fait à partir de la séquence d'un ADN ou de l'existence d'un chromosome, peu importe. Les chromosomes, c'est une vision un peu macroscopique. Les chromosomes, contrairement à ce qu'on pense, c'est très gros pour un généticien. La séquence, c'est au niveau le plus fin. Et puis, voilà. Est-ce qu'on a le droit de faire des prédictions? Quelle est la validité des prédictions qu'on peut faire à partir de telle ou telle altération? Ça nécessite des études, ça nécessite d'être un peu sûr de soi, mais ça nécessite de dire c'est valable dans quel pourcentage de cas. Donc le rôle du CCNE, ça va être de dire on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, on ne peut pas affirmer, on ne peut pas donner des certitudes à des gens alors que la science nous dit qu'on ne sait pas. L'incertitude fait partie de la science et l'incertitude est très présente en matière de prédiction à partir de séquences d'ADN ou à partir d'analyses de chromosomes. Donc il faut être simplement raisonnable et attendre que la science nous apprenne les choses. Elle nous les apprend petit à petit. Mais alors, être raisonnable dans une société où tout va si vite, nous avons en France
un fichier ADN des personnes ayant commis soit des actes de violence, soit des actes déviants sur le plan sexuel. Et on prélève l'ADN de toutes ces personnes. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu un jugement en France d'une personne qui avait été incarcérée pour des délits d'escroquerie à la banque, et on lui demandait de bien vouloir accepter une prise de sang pour être rajouté sur le fichier ADN. Il a refusé, et par chance, les tribunaux ont jugé qu'il avait le droit de refuser, eu égard au fait qu'il n'était pas dans la liste des choses que l'on peut mettre dans le fichier ADN. Bien sûr. Mais notre pays, pour l'instant, est plutôt propre sur ces questions-là. Et j'ai vu que parmi les pays qui nous entourent, il y en a qui sont en train de faire un fichier d'ADN de toute leur population. Oui, les îles Féroé. par exemple. Voilà. Et ma question est la suivante. À partir du moment où, ne serait-ce que sur les criminels, où c'est parfaitement licite, des chercheurs vont se mettre à travailler sur l'ADN des criminels, on ne sera plus on risque de ne plus être dans des approximations, c'est-à-dire ce qu'on a avec le chromosome de l'assassin où il y a pas mal de délire, mais sur des choses de plus en plus précises. Alors, Absolument. est-ce que ça t'inquiète et comment nous, les Français, sommes-nous protégés contre ce genre de dérapage? Alors, pour l'instant, nous sommes protégés par l'ignorance dans laquelle nous sommes, de la plupart. Voilà, l'ignorance nous protège d'une certaine manière, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. En fait, ça n'est pas forcément une inquiétude, mais je pense que nous devons nous préparer à un certain nombre de bouleversements. Et je crois personnellement qu'on ne peut pas, d'ailleurs, il a été question déjà au cours de ce forum à nombreuses reprises, l'éthique est-elle un frein? Non. Je crois que l'éthique ne doit pas être un frein en tant que tel. Par contre, l'éthique nous permet de réfléchir, qu'est-ce que nous voulons faire des données scientifiques que nous acquérons? Il est hors de question de dire on va retourner en arrière, on va retourner dans un monde où on n'est pas capable de séquencer l'ADN d'un être humain. Absurde. Personne ne voudrait ni ne pourrait le faire. Demain, effectivement, si la séquence d'ADN est accessible à des tarifs de l'ordre d'une centaine d'euros, elle sera accessible non pas à tous, mais à beaucoup. Ces séquences, il faudra être capable de les interpréter, donc ça c'est la science qui va faire des progrès petit à petit, et puis nous il faudra qu'on soit capable de dire qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qu'on veut apprendre dessus. Lorsqu'on entend par exemple que le Collège des généticiens cliniciens américains, docte assemblée de gens parfaitement sages, américains, mais quand même, décide que dans une liste de 56 anomalies génétiques, ils ont fait une liste précise, il y en a 56, pas 54, pas 57, 56. Il y a obligation, lorsqu'il y a une séquence d'ADN qui est pratiquée, de regarder si une quelconque de ces 56 anomalies est présente. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une obligation formelle d'informer la personne de l'existence d'une anomalie parmi ces 56. Il n'y a plus le droit de ne pas savoir. Ça me fait peur. Ça me fait peur qu'on nous impose à nous tous ici de ne plus avoir le droit de ne pas savoir. Moi, je revendique pour moi-même le droit de ne pas savoir. Donc, on évolue dans un monde qui va techniquement et scientifiquement de plus en plus vite, mais nous avons la possibilité de faire entendre dans quelle mesure nous souhaitons utiliser pour le mieux pour nous, utiliser les informations qui peuvent être données. Donc, voilà, et là-dessus, je vais m'arrêter très vite parce que j'ai encore une question. Ah, t'as encore une question. Je vais encore te maltraiter un petit peu, Patrick. Tu es membre du CCNE. Tout le monde ici est conscient que la France a été le premier pays au monde
à se constituer un comité consultatif national d'éthique, et j'insiste sur le deuxième C, il est consultatif, donc avis au gouvernement, on ne peut pas instrumentaliser ce comité en disant on fera la loi en fonction de ce qu'ils nous auraient dit, ce qu'ils nous auront dit pour le mariage pour tous, etc. Donc, petit dérapage qui a eu lieu ces derniers temps, et puis ça fait un peu la connexion avec Irène. Oui, Mais ma question est la suivante, elle est assez simple. Si demain, en tant que membre très important du Comité consultatif national d'éthique, tu avais une baguette magique, que changerais-tu dans le CCNE ? En fait, je crois que la seule chose qui devrait changer dans le CCNE, c'est la manière dont il se fait entendre auprès de la population, où il fait profiter l'ensemble de la population française de ses avis et de ses réflexions. Je crois que c'est plus à ce niveau-là que les choses doivent se jouer. C'est d'améliorer le lien qu'il y a entre le CCNE et la population. Je crois que si la population était totalement convaincue que le CCNE est bien un organe consultatif, qu'il l'est depuis 1983, qu'il l'a toujours été, s'il était clair pour tout le monde que les avis du CCNE ne sont pas obligatoirement, et d'ailleurs ne sont même pas souvent suivis par le pouvoir politique. Je rappelle que le CCNE avait été favorable à l'autorisation de la recherche sur les embryons humains, in vitro. C'était son droit, il s'était exprimé à plusieurs reprises à ce sujet, et qu'il a fallu attendre plus de 20 ans pour que cet avis du CCNE soit inscrit dans la loi. C'est une constatation, ça n'est pas un jugement. Mais cette constatation montre bien que, effectivement, les avis du CCNE sont des avis consultatifs. On les utilise dans un sens ou dans un autre, suivant ce que désire le pouvoir politique, souvent sous l'influence de médias d'ailleurs, qui font des campagnes sur un certain nombre de sujets. Le CCNE est en partie dans l'actualité. On est bien obligé d'être dans l'actualité puisque nous sommes saisis par différentes personnes qui sont dans l'actualité. Et que l'on soit saisi dans une actualité brûlante ou pas, de toute façon, le CCNE prendra le temps de réfléchir sur les sujets autant qu'il le juge nécessaire. On n'est pas forcément d'accord avec ses avis, et d'ailleurs, bien souvent, beaucoup de gens expriment de forts désaccords avec les avis du CCNE, mais ces avis du CCNE ne peuvent pas être mis dans une même boîte qui porterait un intitulé vieux schnock ou délire progressiste ou peu importe. Les avis du CCNE ne sont pas forcément classables aussi simplement, et je dirais pourvu que ça dure. Merci infiniment Patrick Gaudret de nous avoir fait ce petit tour sur la génétique des comportements et sur toi-même d'ailleurs, mais également sur le CCNE. Merci. Un grand merci à toi. Merci à toi. Et puis un immense merci à Irène Théry qui a eu la gentillesse de venir quand même à Strasbourg alors qu'elle a un emploi du temps de folie. Et on avait prévu de passer une petite heure ensemble, notre emploi du temps ne nous le permettra pas, mais l'idée de cette rencontre avec, c'est de faire un peu, consacrer un petit peu de temps à la personne Irène Théry. Irène Théry, qui êtes-vous ? Et puis ensuite à son travail. Et donc je commencerai d'abord par ça. Vous êtes marseillaise. Aixoise, attention. Aixoise. Déjà. Pardonne-moi. Déjà une première gaffe, très importante. Et sociologue. Et une sociologue que j'aime beaucoup lire, dont je dois dire que les écrits m'ont influencé sur le plan bioéthique à titre personnel, sur tout ce qui concerne la famille, sur les points sur lesquels on va venir après. Comment en êtes-vous arrivé là ? En deux mots, je voudrais dire que je ne suis pas sociologue de formation. J'ai une formation purement littéraire, j'ai une agrégation de lettres. J'ai eu une formation très classique, normale sup, agrégation de lettres. Et donc j'étais destinée plutôt à faire la thèse sur Proust que j'avais envisagée quand j'avais 20 ans. Et ce qui a fait changer mon itinéraire, c'est l'engagement que j'ai eu
sur la question, et ça tombe bien parce que c'est vraiment l'actualité, de la liberté de l'avortement et de la contraception. Dans les années 70, j'étais une très jeune femme à l'époque, et c'était le moment où démarraient les questions du mouvement des femmes, et où on redécouvrait que une égalité des sexes qu'on croyait acquise, parce qu'il y avait le droit de vote, parce qu'il y avait eu des rénovations du droit civil, en fait cette égalité n'était pas du tout acquise, on était dans une deuxième phase, et aujourd'hui on se rend compte, d'ailleurs en voyant tout ce qui s'est passé depuis les années 70, qu'il y avait effectivement du travail à faire. Et donc j'ai été assez engagée, et puis à un moment je me suis dit mais je vais pas, parce qu'il m'intéresse c'est la vie sociale, et donc j'ai fait une thèse de sociologie pour voilà. J'ai changé, voilà. Et donc je me suis auto-instruite en sociologie, voilà. Alors, et donc Irène, il y a un rapport oui. toujours entre l'engagement pour moi et le travail, voilà. Un rapport que l'on retrouve dans le dernier travail, c'est les écrits qui ont conduit la ministre de la Famille à vous confier un rapport sur la famille qui, pour des raisons politiques, n'a pas encore été publié. Les raisons politiques, c'est que la dernière fois qu'il y a eu un rapport sur l'immigration, les médias se sont emparés de ce rapport et ont fait comme si les éléments du rapport avaient été déjà acceptés par le gouvernement. Du Voilà. coup, le gouvernement se rend bien compte que quand il demande à des experts de faire un rapport, la simple publication du rapport engage le gouvernement, et on Voilà. peut comprendre que sur un rapport aussi important que celui-ci, il y ait de la prudence avant sa diffusion. Tout à fait. Mais là, on est entre nous, très confidentiellement, et il n'y a pas de micro sous les tables. Il y a des caméras, mais pas de micro sous les Ah, tables. je Et vois, c'est un piège. Alors que je dis à tous les journalistes, je ne dirai pas un mot avant la publication de ce rapport. Vous pensez qu'ici, je vais pouvoir faire Non, ça? Non, mais- je peux donner l'économie générale. Voilà. Et ça, je vais le faire très volontiers, parce que ce rapport, donc son thème est connu. C'est un rapport qui va porter sur la filiation, les origines et la parentalité, c'est-à-dire les origines, l'accès aux origines pour les enfants nés de procréation assistée ou pour les enfants adoptés, ou en particulier nés sous X, la parentalité, c'est-à-dire les beaux-parents, et puis la filiation dans son ensemble, c'est-à-dire la filiation par procréation, mais aussi par adoption ou par procréation assistée. Donc, vous voyez bien que on va toucher à tout un ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Les dessins, c'est pas de nous qui rigolent. C'est un test pour voir si on est parano, mais il y a des dessins qui sont publiés au-dessus de nos têtes. J'aimerais bien avoir le dessin après, je l'afficherai, je vous le promets, dans mon bureau. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Tu parlais de la filiation. Oui, ouais, la justement. filiation, donc des sujets qui peuvent être très passionnels, et où l'année dernière, on a vu en particulier qu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes sur les transformations de la filiation qui peuvent être liées en particulier au fait de reconnaître qu'un couple de femmes ou un couple d'hommes pourrait devenir un couple de parents adoptifs. Alors, ce que je peux dire déjà, et ça, Israël, vous le savez d'autant plus que vous êtes membre du groupe de travail qui prépare ce rapport, c'est que c'est un rapport qui tente de montrer qu'on peut tenir sur ces sujets un discours apaisé. Un discours apaisé, c'est-à-dire un discours qui tente de revenir assez loin en arrière. Donc, ce n'est pas un discours qui donne des opinions. Être engagé, pour moi, ça ne consiste pas à donner mon opinion ici et là. Et à la limite, je dirais les préconisations, c'est une chose, mais pour nous, c'est au moins aussi important qu'il y ait des grandes parties d'analyse des problèmes. Donc, disons, quand des universitaires comme nous sont mandatés par le politique, ce n'est pas juste pour dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, bien qu'on le fasse. C'est aussi d'abord de dire peut-être que des problèmes sont mal posés. Peut-être que, par exemple, sur la filiation, on a beaucoup de mal à réfléchir aujourd'hui parce qu'on est héritier d'un modèle de filiation, d'une conception de la filiation qui s'est élaborée autour de la Révolution française, du Code civil,
et dont le modèle était en fait la filiation fondée sur le mariage. Et vraiment, c'était extrêmement fort de penser que la seule vraie filiation, c'était la filiation légitime, et qu'en dehors de ce cas-là, les filiations naturelles ou adoptives n'étaient pas aussi légitimes. Et c'était une filiation qui était fondée sur un principe de complémentarité hiérarchique entre les sexes, avec des façons très différentes de penser la filiation des hommes et la filiation des femmes. Par exemple, très simple, une femme ne pouvait jamais jouer avec la vérité de la procréation. Si une femme disait « cet enfant est le mien » alors qu'il n'était pas le sien, ou « cet enfant n'est pas le mien » alors qu'il était le sien, ça s'appelait des crimes d'interposition d'enfants, de supposition d'enfants. Rien d'équivalent chez les hommes. Les hommes pouvaient parfaitement dire « cet enfant est le mien » quand ça n'était pas le leur, ou « cet enfant n'est pas le mien » quand c'était le leur. Ça s'appelait la présomption de paternité pour le mariage, et des tas d'hommes mariés n'étaient pas les géniteurs des enfants qui leur assuraient une descendance. Et encore plus fort, pendant plus d'un siècle, on l'a oublié, quand les hommes n'étaient pas mariés, ils étaient protégés par le droit qui leur accordait une irresponsabilité totale, puisque la recherche en paternité C'était pas faux. était interdite. Non, mais était interdite. Ce qui veut dire que c'est le drame immense, des enfants illégitimes, des filles mères, des milliers et des milliers d'abandons d'enfants au 19e, etc. Alors bien sûr, ça nous paraît loin, mais quand on regarde la filiation aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le droit, la pensée est organisée autour de ça. Il y a un modèle de filiation, et puis à côté, il y a des familles qui ne sont jamais devenues vraiment légitimes. La famille adoptive, les gens s'inquiètent toujours. Est-ce qu'on ne va pas me dire, mais est-ce que vous êtes vraiment un parent comme les autres? Est-ce que vous êtes un vrai parent? On a progressé avec l'adoption, mais est-ce qu'on est allé jusqu'à vraiment reconnaître que l'adoption établit une filiation qui est égale en dignité, en valeur, à la filiation fondée sur la procréation, etc. Voyez, Alors donc, ça, c'est un constat. voilà. Que proposez-vous? Alors, le constat... Mais non, mais ça Non. Même... non, mais par exemple, la démarche générale va être de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre la filiation beaucoup plus lisible en arrêtant d'être sur l'idée, il y a un modèle de famille, la famille légitime, stable, papa, maman, les enfants fondés sur le mariage, et à côté, toutes les autres formes de famille ou de filiation sont un peu secondaires ou inférieures, et dire, aujourd'hui, en fait, on peut constater que déjà, nos valeurs ont évolué. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que les conceptions traditionnelles de la famille qui portent des valeurs. Je pense que les changements portent des valeurs très fortes. Par exemple, la valeur d'engagement inconditionnel à l'égard d'un enfant, peu importe qu'on ait fait l'enfant, qu'on l'ait adopté, qu'on l'ait fabriqué avec l'aide d'un donneur, cet engagement parental inconditionnel, il est général à tout le monde. Une autre question, le fait de respecter dans la filiation l'identité personnelle de l'enfant, de dire cet enfant il a une histoire. Est-ce qu'on a le droit d'effacer un morceau de cette histoire, de la changer, etc. Non, de plus en plus on se dit respect de l'histoire et de l'identité personnelle de l'enfant, des valeurs très fortes. Donc l'économie générale de ce rapport va être de dire nous pouvons élaborer aujourd'hui un droit de la filiation qui soit à la fois commun à tous, avec des valeurs d'égalité entre les filiations très fortes et en même temps pluraliste, c'est-à-dire qui n'oblige pas les familles qui ne sont pas le père, la mère, les enfants à mimer ce modèle, mais à les reconnaître pour ce qu'elles sont, que la famille adoptive, ça vaut en tant que telle, la famille fondée sur l'assistance médicale à la procréation, ça vaut en tant que telle, etc. Voilà, donc sur la filiation, c'est un élément important, et je pourrais aussi continuer, si vous voulez, sur d'autres. Ça vous donne une démarche, et je pense que c'est un facteur d'apaisement. Sur l'anonymat des donneurs de sperme, d'ovules et d'embryons, ça a quelles conséquences, ce que vous venez de dire? Par exemple, justement, s'il y a un domaine dans lequel on peut s'interroger sur notre droit actuel et sur l'éthique de ce droit, c'est le fait que quand des personnes recourent à un don de sperme, d'ovocytes ou d'embryons, par définition, l'enfant a été fait par un couple où l'un procrée, l'autre pas, avec l'aide d'une tierce personne. Mais qu'est-ce que fait le droit? Il maquille
cet engendrement avec un tiers donneur en une pseudo-procréation du couple qui a reçu le don. On fait comme si le don n'avait pas eu lieu, on fait passer le couple qui reçoit l'enfant comme un couple procréateur. Mais moi je dis, dans ce cas-là, on met les parents dans une situation impossible et les enfants dans une situation impossible. Parce qu'on ne peut pas demander, regardez ce qui se passe. Autrefois, ça ne choquait pas, pourquoi ? Parce que tout le monde était d'accord dans les années 70 de dire, vous avez recours à un don de sperme ? Après tout, c'est comme les secrets d'alcôve autrefois. Hein, avant, il y avait un amant. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire un adultère. Vous aurez un donneur, mais on le dira à personne et surtout pas à l'enfant. Voilà. Et donc, c'était la logique du secret. Depuis, personne dans tout l'Occident ne revendique cette logique du secret. Tout le monde a dit, c'est pas bon pour les enfants de commencer à leur raconter des cracks dès leur enfance en prétendant que le père serait leur géniteur. Est-ce que vous trouvez bien, par exemple par rapport à nos valeurs de respect de l'enfant, que dès le début, voilà, on commence on va chez les premières visites chez le pédiatre, hein, alors est-ce qu'il y a des... Bon, il rigole, ça veut rien. Est-ce qu'il y a du diabète dans la famille ? Vous voyez, et on va commencer à dire, ah ben dans la famille de monsieur, ben, et on sait très bien que ça n'a pas d'importance puisque monsieur n'est pas le géniteur. Et c'est comme ça qu'on a des secrets de famille. Donc on dit aux gens, ne mentez plus, mais essayez d'imaginer ce qui se passe. On a une société qui oblige les gens à endosser un statut de géniteur. C'est-à-dire qu'au plan du droit, hein, c'est la filiation charnelle. On demande aux gens un statut d'être une filiation charnelle. Et on leur dit, bien que l'institution vous oblige à passer pour les deux géniteurs de l'enfant, vous-même, dans votre privé, vous leur direz « Ah non, 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 c'est pas vrai du tout ». Donc, on met les parents dans les situations impossibles, alors que les institutions, leur rôle, c'est de soutenir les personnes. Donc moi, jamais je ne mettrai en question les parents qui n'arrivent pas à parler à l'enfant ou à lui dire « Mais voilà, on a eu recours à un don », parce que les institutions ne les soutiennent pas. Voilà, donc je pense qu'il est temps que notre société assume, un demi-siècle après, que faire naître un enfant avec un don de sperme ou d'ovocytes, ça n'a jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas ? Hein, ça n'a fait que des bébés heureux et des parents heureux. Il n'y a pas de problème. Je vais me faire l'avocat du diable parce que tu sais bien que je suis assez convaincu de la véracité de cette posture, d'autant que tous les pays autour de nous l'ont adoptée. Mais il y a un contre-argument qu'on entend souvent, il est peut-être faux, mais ça me plairait de t'entendre sur le sujet. On a dit, dans les pays où cette vérité-là va être dite à l'enfant, les parents sont plus enclins à ne pas lui dire la vérité sur les tripatouillages divers et variés qui ont eu lieu en amont de sa naissance. Est-ce que tu y crois ? Il est très fort, Israël, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, je ne peux pas m'empêcher de vous dire un truc qui est dans le rapport. Eh bien, parmi les problèmes qu'on a dans les débats et qui rendent justement ces débats quelquefois difficiles, conflictuels, il y a des incompréhensions, on pourra en parler après, mais il y a aussi des rumeurs. Hein. Et donc, les rumeurs, ça fait du mal quand elles ne sont pas fondées. Et sur le débat sur la question de l'accès aux origines, que beaucoup confondent avec la levée de l'anonymat, c'est pas la même chose, on pourra en parler après, il y a deux rumeurs. Un, si on permet aux enfants majeurs l'accès à l'identité de leur donneur, il n'y aura plus de dons. Et deuxième rumeur, dans les pays qui ont permis ça, au fond, plutôt que de se confronter au problème de voir un donneur qui va surgir dans leur vie, les gens sont dans le secret. Eh bien, je peux vous dire, voilà, ma confidence, qu'il y a un chapitre dans lequel il y a tout un développement sur les rumeurs qui polluent le débat politique et qui montrent, documents à l'appui, qu'on ne connaît aucun pays qui a vu une chute des dons après avoir levé l'anonymat. Le seul pays, c'est la Suède en 1985 pendant une année. Mais je donne le détail, par exemple, du cas du Royaume-Uni, qui a vu une augmentation de 2005, année où ils ont changé leur loi, jusqu'à aujourd'hui, du nombre des donneurs. Donc, c'est une pure et simple rumeur. Et concernant le retour au secret, on prend l'exemple de la Suède, eh bien, nous citons en détail l'étude nationale parue en janvier 2011 dans la revue Human Reproduction, qui montre, tenez-vous bien, que la Suède détient tous les records en Europe de proportion de personnes qui disent à l'enfant
comment il a été conçu. Donc, et on a même une étude, ça correspond à une étude française qui a été faite en même temps. Et donc on dit en France, les gens sont protégés par l'anonymat et donc ils vont dire à l'enfant. Effectivement, 60% disent qu'ils diront à l'enfant. Et au même moment, les Suédois qui ne sont pas protégés sont 90% à dire qu'ils vont le dire. Donc vous voyez, il y a vraiment des rumeurs. Il faut dire qu'en amont des discussions dans la loi, sujet dont on a peu parlé d'ailleurs dans la dernière révision de la loi, on a demandé aux directeurs de banques de sperme ce qu'ils en pensaient. Et ça, c'est vraiment un conflit d'intérêts. Ils avaient peur de perdre leur job, donc ils ont dit qu'ils étaient contre. Donc c'est mieux qu'il y ait un rapport. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont des collègues, ils ne vivent pas quand même enfermés dans les frontières de la France. Il y a des banques de sperme partout en Europe. Et en fait, beaucoup de gens... Combien y a-t-il... Mais prenons le don de sperme, beaucoup plus développé que le don d'ovocytes. Combien y a-t-il de donneurs de sperme chaque année, de nouveaux donneurs de sperme en France? Parce que ça mériterait qu'on le rappelle. Hein. On est entre 3 et 500 donneurs par an. Est-ce que vous imaginez pas que dans un pays de 66 millions d'habitants, une bonne campagne arrive toujours à obtenir quelques centaines de personnes capables de faire des dons, surtout si on valorise les dons. Donc, si on donnait le nombre simplement en cause, hein, c'est pas des milliers de personnes qu'il faut trouver, c'est 100, 200, vous voyez. Donc, c'est ridicule ce débat. Irène, je voudrais, dans les quelques minutes qui nous restent, aller sur un autre terrain dont je sais qu'il t'est cher, c'est celui de la différence des sexes, mais aussi du droit des femmes. Alors bien sûr, on ne va pas épuiser ces sujets, mais ces derniers temps, on a un mouvement dans la suite du mouvement contre le mariage pour tous qui a sorti les enfants des écoles parce qu'on y parlerait du genre. Oui. Et je voulais un peu, non pas savoir ce qu'il y a dans le rapport à ce sujet, mais je vais exprimer une opinion personnelle. C'est qu'en matière de sexualité, on peut, quand on est un homme, faire la femme, et quand on est une femme, faire l'homme. On peut même s'habiller comme quelqu'un de l'autre sexe. On peut même s'enlever les organes qui ne conviennent pas parce qu'on a un sexe et un genre différents. J'ai pas vu. Bon. Ce qui est vrai en matière de sexualité... Mais si vous lui donnez le fou rire, ça va plus. Mais sérieux. Ce qui est vrai en matière de sexualité, de pouvoir changer de rôle, ne sera jamais vrai en matière de reproduction. Tout à fait. Et donc là, on joue plus. Les hommes pourront jamais porter des enfants parce qu'ils n'ont pas d'utérus. Et il n'y aura de toute éternité que des femmes qui pourront porter les enfants. Alors, quelle est ta position en tant que sociologue sur ce grand mouvement anti-théorie du genre qui cherche à faire en sorte que nos enfants puissent être, j'allais dire, non informés de ce qu'il y a un sexe biologique et un sexe psychologique? Moi, je pense qu'il y a surtout beaucoup d'intox et d'incompréhension. Moi, je travaille depuis des années en études de genre. Il y a pas, la théorie du genre, ça n'existe pas. Donc, il y a des études de genre, c'est-à-dire un intérêt pour les questions masculin-féminin. Et le simple fait que j'ai cité tout à l'heure, la conscience de la différence entre la filiation masculine et féminine, eh bien ça, par exemple, c'est issu d'une conscience de la dimension sexuée ou genrée, on pourrait dire, des problèmes. Autrefois, beaucoup de gens discutent de la filiation sans jamais tenir compte de ce genre de choses. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est que ce qu'on entend dire, qui est une façon quand même de mettre en cause les homosexuels, il faut être clair, c'est que si on accorde aux homosexuels le fait de pouvoir devenir des parents, ça va être une façon de dire il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Or, il n'y a pas mieux placé qu'un couple de femmes ou un couple d'hommes pour savoir que justement, ça n'est pas pareil d'être un père ou d'être une mère. C'est assez facile aujourd'hui, si on peut dire, malgré l'absence de droit pour deux femmes, de pouvoir avoir un enfant. C'est quasiment impossible pour un couple d'hommes. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que à la fois la dissymétrie des corps, le fait que la femme engendre en soi et que l'homme engendre hors de soi, ça c'est vrai depuis Aristote et c'est encore vrai aujourd'hui pour le moment. Ça risque de le rester. Ce qui est important, c'est que non seulement c'est un fait naturel, mais ce fait-là,
il oblige, depuis que les sociétés humaines existent, à être mis en signification. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement que de ce fait-là, cette signification suppose que la vie en commun des deux sexes, ou le fait que l'un et l'autre sexe fassent des enfants ensemble, ça suppose chez nous, ce qui n'est pas nécessaire dans d'autres espèces, toute une institution symbolique, hein, pour organiser justement que les enfants que portent les femmes aient des pères, par exemple. Il n'y a pas un lien simple et direct qui fait que l'homme reconnaît sa progéniture, etc. Ce n'est pas un problème d'orientation sexuelle, parce qu'aujourd'hui, dans certains domaines, effectivement, on peut dissocier la sexualité et la reproduction, et quand on la dissocie, eh bien, on se rend compte d'une chose très simple qu'on ne dit jamais, c'est que dans la reproduction séparée de la sexualité, le rapport à l'autre sexe se pose, et il n'est pas un privilège hétérosexuel. Il se pose pour les lesbiennes, il se pose pour les gays, il se pose pour tout le monde. Donc c'est une recomposition de la différence des sexes qui se produit aujourd'hui, mais certainement pas une sorte d'effacement. Ça, c'est une peur. Mais cette peur, je dois vous le dire, chaque fois qu'il y a eu des changements dans la vie des femmes, il y a eu cette peur. Si les femmes, on a pensé à des moments que si les femmes votaient, il y aurait plus d'hommes, plus de femmes. Hein. En 1970, autorité parentale conjointe, il y aura plus d'hommes, il y aura plus de femmes. Bon, donc, vous voyez, il faut limiter. Je pense qu'il faut surtout calmer le jeu et dire, à un moment, il y a des peurs, mais alors parlons de ce qui vous fait peur et vous aurez moins peur. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que un rapport d'experts et d'universitaires voit le jour et qu'il ne soit pas censuré. J'espère que tu ne te laisseras pas faire. J'ai une dernière question. Moi aussi, j'espère qu'on va le voir. On va le voir. La question porte sur le droit des femmes et on a vu l'Espagne amorcer une véritable régression sur le droit des femmes à disposer de leur corps. Ça a entraîné une petite épidémie européenne. La France a souhaité enlever le mot de détresse au moment de l'IVG. J'aurais voulu avoir ton avis, mais surtout sur ce qui vient de changer dans la loi, à savoir qu'une femme n'a plus besoin de dire qu'elle est en détresse pour obtenir une IVG, et t'entendre conclure sur est-ce que le droit des femmes est en danger dans notre pays? Y a-t-il, comme on a pu le dire, une mauvaise météo pour les femmes aujourd'hui en Europe? Alors, je pense qu'il y a une mauvaise météo pour les femmes en Europe parce qu'il y a une offensive très forte contre des droits que ma génération considérait comme acquis. Vraiment, on n'imaginait pas qu'on pourrait se retrouver dans cette situation. En même temps, je pense qu'il faut aussi être conscient de sa force. Moi, j'admire beaucoup la loi Veil. Je trouve que c'est une loi d'équilibre et elle est peut-être que l'avortement est particulièrement difficile à mettre en cause dans notre pays à cause de certaines caractéristiques de cette loi. Ce que je veux dire par là, c'est que je comprends qu'on enlève le mot détresse, parce que effectivement, on sait depuis des années qu'on lui a donné un sens très large et qui inclut la détresse psychologique, etc. Bien sûr. Donc on peut l'enlever. Mais ce qui est important dans la loi, c'est qu'elle ne dénie pas, elle ne dit pas simplement c'est un droit des femmes, comme si c'était un droit comme s'enlever, je ne sais pas comment dire, un morceau d'intestin ou je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose de particulier à un avortement et les femmes qui ont vécu les avortements savent qu'on défend d'autant plus ce droit qu'on sait que ça n'est pas quelque chose de simple. Il y a quelque chose dans un avortement pour la femme qui est toujours une détresse existentielle. Réfléchissez à ça, ça n'arrive pas si souvent dans la vie que vous touchez presque du doigt qu'une chose aurait pu être possible et qu'elle n'aura pas lieu. Hein? Eh bien, chaque femme qui avorte, elle vit ça. Et ça va la poursuivre longtemps. Une vie, une aventure, quelque chose, sa vie aurait pu avoir lieu et n'aura pas lieu. Si une femme le fait, c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Voilà. Elle ne peut pas faire autrement. Donc et ça, la loi Veil, je crois, est une excellente loi pour ça, parce qu'elle n'a pas essayé de masquer la complexité de l'avortement,
tout en faisant comprendre que une femme qui se résout à ça, c'est une femme qui n'a pas le choix. C'est pas simplement la détresse, effectivement. Donc on peut prendre le mot détresse dans un sens large ou l'enlever en disant c'est un droit, voilà, de la femme. Mais je pense que c'est important et que ça a fait une unanimité en France assez solide. Irène, c'était très important pour nous de t'entendre aujourd'hui, même si c'était un peu plus brièvement. Nous te remercions tous collectivement, et nous sommes assez nombreux, d'être venus jusqu'à nous. Je veux mon dessin. Merci Israël, bravo. Et place à la prochaine table ronde. Je vais demander à ceux qui sont au fond de venir occuper les places assises qui sont devant, c'est-à-dire par terre. Et l'an prochain, donc, on parlera du rapport. Oui.